Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pendant 2 jours, à Lyon, les Fashion Tech Days ont rassemblé des experts, marques, institutions et startups autour de la thématique « Performance durable, comment allier performance et baisse d'impact ». Un événement conçu pour découvrir et comprendre comment l'utilisation des technologies peut renforcer les pratiques éthiques et durables de la filière textile afin d'offrir des perspectives nouvelles et innovantes pour l'avenir de la filière. Bonne écoute! KLS Lunettes, c'est une marque 100% made in France parce qu'il y en a marre de vendre du chinois dans l'optique. 90% des lunettes sont made in très très loin. Donc on a décidé de rassembler une communauté d'opticiens passionnés par le made in France, de grouper nos volumes de vente, c'est-à-dire les montures que l'on vend à nos clients finaux, dont vous pouvez faire partie, et du coup de maintenir en fait une filière de production en France. Donc on crée nos propres collections et qu'on vend en circuit court, donc 0 intermédiaire, on fait tout de A à Z, le design, la communication, la distribution, l'agencement des magasins. Et aujourd'hui on a 7 magasins sur Lyon, place Bellecour, et on se développe. Là on vient d'ouvrir Villefranche et Mâcon ce mois-ci. Donc de la lunette 100% française et vendue à prix juste, parce que le projet c'est que le Made in France soit accessible à tous. Vous voyez bien les débats que vous avez dans la mode à ce sujet, donc on essaye de tenir l'équation pour la lunette. Voilà. Merci. Je laisse Carole s'exprimer sur sa société. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc Carole Riel, présidente de l'entreprise Optic for Good. Optic for Good, c'est un label pour lunettes éco-responsables et accessoirement aussi pour opticiens écolos. Et aussi présidente de l'association Recycle Optics, qui a pour but de créer la filière de recyclage en optique lunetterie. Eh bien, merci. Donc, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du monde de la mode, on le connaît comme très très bien avec toutes les lois, toutes les organisations qui sont mises en place pour l'éco-conception. Qu'en est-il dans le monde de la lunette aujourd'hui ? Carole, je te laisse commencer. Alors, l'éco-conception... c'est un concept assez flou en optique lunetterie parce qu'on est beaucoup sur une base de lunetier où le lunetier n'a pas forcément cette information au niveau de ses études, peut-être abordée mais pas forcément bien approfondie. Mais aussi on a des designers qui viennent de plus en plus dans le monde de la lunetterie et eux arrivent avec cette idée d'éco-conception mais sans pour autant le mettre en avant. Donc, en tout cas, au niveau de l'optique lunetterie, par rapport à la mode, et comme j'étais là hier, on est bien loin de ce que vous faites, mais c'est hyper inspirant parce qu'on a les mêmes problématiques sur ces concepts-là. Mais je pense qu'Audrey en parlera on parlera mieux, parce que elle crée les lunettes. Moi, je fais juste les labelliser, les certifier. Donc, peut-être que tu peux apporter un peu plus de précision sur ça. Alors l'éco-conception pour nous c'est plutôt de prendre un peu de la hauteur et d'avoir une vision globale de la fabrication du produit et notre valeur ajoutée elle est vraiment dans le Made in France et la traçabilité. Aujourd'hui, si vous voulez, en gros une lunette qui est vendue à 200 € en magasin, le coût matière il va être de quelques euros à moins de 10 €. Mais par contre, toutes les étapes de la fabrication, elles sont générées ici avec des salaires de qualité, avec une traçabilité, avec des process qu'on met en place, avec une transmission de ce savoir-faire-là, etc., pour maintenir en fait des territoires dynamiques. Donc en fait, l'éco-conception, on va travailler sur comment on va faire une lunette de qualité qui va durer. C'est la base de la définition, donc au niveau du choix des matériaux, que ce soit dans la visserie, au niveau du choix des acétates, de la qualité, etc. On va essayer de faire des produits qui durent le plus possible. Et finalement, notre grande limite, elle va être la mode, entre guillemets. C'est-à-dire que même si vous faites un produit de super qualité, au bout de 2 ans, les gens ils n'ont plus envie de le porter en fait. Et donc, ils viennent changer de lunette, non pas parce que la lunette est défectueuse, mais parce qu'ils ont envie d'autre chose. Donc en fait, on a une limite, je dirais, sociologique à une logique d'éco-responsabilité. Donc il y a tout un travail au niveau des mentalités à faire à ce niveau-là aussi.
Oui, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde hybride entre la santé et la mode. Et à partir du moment où on est remboursé, du coup, il y a la prise de conscience consommateur qui est beaucoup plus limitée. Et en plus, vous me disiez, dans la partie éco-conception, il y a toute la partie aussi technicité des lunettes qui fait que, du coup, en termes de matériaux, c'était aussi compliqué d'avoir des matériaux travaillés sur la durabilité, où il n'y a pas vraiment de normes aujourd'hui dans la lunette qui existent pour travailler, en tout cas, dans cette partie éco-conception sur la recherche de matière. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce sujet ? Les contraintes techniques qu'on a dans le milieu de la lunette. Oui, ça je m'en suis plus aperçue quand je faisais les conférences aussi en Europe, où en fait c'est vraiment une problématique française, le fait de mettre la durabilité ou l'éco-conception au cœur de la lunetterie, parce que c'est un dispositif médical. Dispositif médical dit remboursement mutuel et remboursement mutuel tous les 2 ans, et donc du coup c'est porte ouverte au changement tous les 2 ans en fait. Et ça n'existe pas en Europe, cette problématique-là. On les garde un petit peu plus souvent, mais sans excès, comme on l'a pu le connaître en France. Oui, j'étais partie par sur cette et idée-là. concernant aussi, et concernant les matières qu'on utilise, oui. C'est vrai pour la mode, il y a beaucoup de labellisation, de certifications qui garantissent l'écologie de la matière, ou sa durabilité, sa résistance. Il y a aussi plein de choses qui existent sur le côté fabrication de la matière plus écologique. Concernant les matériaux des lunettes, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une tradition de l'acétate de cellulose en optique lunetterie, et c'est difficile de faire changer aussi cette pratique-là auprès des lunetiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a une habitude. C'est vrai que c'est une matière, tu pourras plus en parler que moi, mais c'est une matière qui est beaucoup plus facile à manipuler pour créer des lunettes, et même nous, en tant qu'opticiens, de pouvoir les manipuler, les ajuster sur le client. Et aussi, il y a une question aussi de coloris. C'est assez chatoyant. Les coloris ne sont pas les mêmes avec des biopolymères ou avec des biopolymères divers. Donc c'est vrai que c'est assez ancré, c'est assez old school. On reste sur cette tradition-là. Et en fait, c'est vraiment une certaine éducation qu'il faut faire en amont lors des études pour pouvoir présenter tous ces types de solutions qui existent. Mais c'est nouveau, parce que il y a 5 ans, il n'y avait pas tous ces polymères, que ce soit en coquille d'huître, en chanvre, en lin. Bon, je reprends certaines matières qui ont été citées ici, mais ça existe aussi en lunetterie, et ça c'est tout nouveau. Mais après, c'est la curiosité aussi du lunetier et des fabricants d'aller chercher, de faire quelque chose d'un corps plus écologique, de moins impactant, etc., etc. C'est vrai qu'Audrey, par rapport au comportement consommateur qu'il y a par rapport à tous ces nouveaux matériaux, quelles sont les réactions du consommateur ? Les réactions du consommateur, je pense que c'est comme dans la mode, c'est assez clivant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont ultra engagées et qui vont rentrer dans le magasin en disant « Qu'est-ce que vous avez en matière biosourcée ?» Mais ça, je veux dire, c'est moins de 1% de ma clientèle. Par contre, 70% de ma clientèle, elle est ultra impliquée sur le Made in France. Donc je dirais nous, on a hiérarchisé nos combats, si je puis dire, parce qu'il y a tellement de boulot à faire, qu'on a donné cette priorité au Made in France. D'une certaine manière, je vais un petit peu vous choquer, on s'en fout des labels. Moi, j'ai même refusé de rentrer dans des chartes, des normes qui me mettent des semaines et des semaines à remplir des dossiers. Je m'en fous. Je suis dans l'usine de A à Z. Je suis toute la production. Je suis capable de le raconter à mes clients. Je fais des films. Je peux les emmener visiter l'usine. Donc, à un moment donné, on se parle, on dit la vérité. On ne se cache pas derrière un label. On est d'accord, je ne parle pas de ce que tu fais. T'inquiète pas, je le prends pas pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas des journées de 24 heures, on fait du mieux qu'on peut. Donc, on donne la priorité au Made in France. 2, sur toute cette partie ensuite de biosourcing, il y a une chose qui est très importante, c'est la relation avec le fournisseur, c'est-à-dire donc l'usine, le lunetier. Donc on va lui faire confiance, c'est-à-dire que lui, il est tout le temps en train d'avancer sur des tests, donc on est tout le temps dans l'usine, on dit tiens, t'as testé ça, ah ouais, alors là, la nouvelle collection à base de coquilles, d'huile, de machin, de trucs super sympas, on voit des articles, alors là, la presse, elle adore, je lui dis t'en penses quoi ? Il me dit c'est de la merde. Ok, voilà. Non, mais ça, c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il y a un super concept marketing, un beau communiqué de presse, les journalistes y relayent à fond, seulement quand on fait tous les tests de durabilité, ça se pète. Pourquoi ? Ah oui. Parce que derrière, on va insérer des pièces métalliques, que ces pièces métalliques-là, elles vont choper de la poussière de coquillage, de ceci, de cela, que ça va gripper au niveau de l'usinage, que derrière, on ne va pas avoir la même possibilité de bien chauffer la matière et de l'ajuster. Enfin bon, bref. Donc, entre la super bonne idée et la réalité sur le terrain,
Voilà. Donc en fait, notre métier, c'est ça. C'est à la fois être des visionnaires, mais suivre toutes les innovations et les mettre en place quand elles fonctionnent. Voilà. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font de la recherche et développement pour la recherche justement de nouveaux matériaux? Est-ce que vous sentez que l'activité est quand même moteur et active sur ces sujets? Alors, je dirais il y a les anciens matériaux. On disait donc l'acétate, donc en gros la lunette plastique. Donc la lunette plastique historiquement, donc c'est de la boîte de cellulose, donc c'est du coton. Bon, heureusement on a fini, on n'est plus sur du coton, maintenant on est sur de la fibre de bois. Donc déjà une grosse partie de la R&D, elle se focalise sur les matériaux qui composent aujourd'hui 80% des lunettes. Donc en gros du plastique, du métal, pour faire les deux grandes familles, un petit peu du bois, un petit peu du ricin, etc. Donc déjà là-dessus, il y a des innovations dans avoir évidemment, comme toujours, des sourcils un peu plus durables, limiter tous les composants, etc., les solvants, les cols, puisque forcément on a besoin de tout ça. Donc déjà, c'est là-dessus, avant d'inventer des nouveaux matériaux complètement. Parce que effectivement sur ces nouveaux matériaux, que ce soit, alors il y a des super projets avec des bouchons recyclés, avec des filets de pêche, enfin des trucs magnifiques. Sauf que la réalité, c'est derrière, comme tu le disais, c'est qu'on ne fait pas des belles couleurs, que c'est des produits mat. Donc ça, c'est super beau pour en avoir 4 ou 5 sur l'étagère, dans le magasin, et super. Mais je ne suis pas sûre que vous ayez envie de les porter sur votre nez. Voilà, donc on est aussi là limité par ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Mais non, mais je comprends tout à fait je comprends tout à fait ton point de vue. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai que comme j'accompagne justement ces nouvelles matières, parce que c'est en général quand une nouvelle matière se développe, on n'est pas sur une marque. C'est difficile après que la nouvelle matière arrive dans d'autres marques. Et si elle arrive dans d'autres marques, elle est mal faite. C'est pour ça. Mais tout ce qui est... on recommence sur la coquille d'huître, mais même filet de pêche, on est très avancé. Le nylon, le PA11, le PA12, ça, ce sont vraiment des technologies qui viennent de la mode aussi, parce que le lin et le chanvre, on n'en parlait pas il y a 5 ans, mais là, il y a des marques qui développent le lin et le chanvre, par exemple en lunetterie, mais c'est propre à une marque. Et c'est difficile de le faire venir après chez les autres marques, parce que dans les autres marques, il y a cette habitude de ces anciennes matières, et donc du coup, la technologie n'arrive pas à être... pour tous, pour pouvoir être utilisé correctement. Donc si, après, c'est vrai que je reprends le filet de pêche, on en a parlé hier, il y avait une marque qui faisait aussi un filet de pêche. En lunetterie, c'est bien développé, mais après, la différence qui va se faire, c'est la traçabilité, d'où ça vient, l'origine, de maîtriser toute la chaîne. Et ensuite, après, il y en a qui l'utilisent en matière brute, donc oui, pas très joli, mais ça peut correspondre parce qu'en fait, en général, chez des opticiens classiques, on est à 60-70% sur un fond de roulement très classique avec des couleurs basiques, et ce style de lunettes convient parfaitement. Et il y en a qui... c'était les lunettes que j'avais hier, s'il y en a qui étaient là et qui m'ont croisé. C'est en plastique, le déchet plastique recyclé. Et après, il utilise un savoir-faire italien, un petit peu comme un graffeur, mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne le connais pas, qui permet de faire des coloris hyper recherchés. Donc après, ça dépend de la ligne de conduite de chaque marque. Dans les nouvelles matières, on est plus concentré sur les petites marques qui justement évangélisent un petit peu que oui, c'est possible. Et après, les grandes marques arriveront, mais il y a un problème de technologie, et donc du coup, les fabricants, ils maîtrisent pas toutes ces nouvelles matières-là. Et là, après, on rentre dans une autre problématique. Donc là, il manquerait de la formation au niveau des fabricants pour utiliser ces nouvelles matières et que ça puisse être exploitable, du coup, pour la lunette. Et aussi des subventions pour pouvoir aussi financer ces sortes de machines, parce que ça ne va pas être la même machine pour l'acétate de cellulose que pour un plastique recyclé, que pour du bois, etc. Donc chaque machine a sa spécificité et qui coûte des centaines de milliers d'euros. Donc ça, oui, là par contre, comme l'écologie n'est pas forcément bien soutenue par
par les autorités publiques au niveau de l'optique lunetterie. On n'est pas un secteur prioritaire, donc du coup il n'y a pas un focus sur notre métier, donc du coup il n'y a pas les aides qui viennent avec. Et là j'arrive avec ma casquette de militante Optic for Good, et c'est pour ça que je mets un peu les coups de pied dans les fourmilières pour pouvoir dire que oui, il faut nous aider à développer ça et donner la possibilité à un lunetier peut-être traditionnel d'avoir cette possibilité d'utiliser ces technologies, mais il nous faut de l'aide financière pour pouvoir investir dans ces machines et développer et aller encore plus loin, parce que peut-être que dans 10 ans, finalement on arrivera à avoir des jolies couleurs de l'acétate de cellulose, que celui-là c'est du bioacétate, et le bioacétate est assez chatoyant, comme vous voyez, à la lumière. Donc voilà, c'est une question de technologie et de Oui, parce que par rapport à la mode, vous n'avez pas du tout des lois AGEC ou ce type d'obligation qui oblige justement à chaque acteur sur ce marché d'être beaucoup plus dynamique. Il faut en fait à chaque acteur individuellement de trouver des solutions. C'est pour ça que du coup, il y a ce rapprochement local au niveau de KLS pour la production, pour la maîtrise totale de l'ensemble des étapes, parce que sinon, aucune obligation de traçabilité, etc. Exactement. Et il y a là aussi la question du volume. Je pense que vous êtes nombreux à être des porteurs de marque. La difficulté que vous avez à trouver un fabricant, un co-traitant, un sous-traitant, etc., parce que vous avez des petits volumes. Dans l'optique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand vous arrivez, que vous êtes une petite marque, et c'est pour ça que nous, on se groupe à plusieurs opticiens pour ouvrir des magasins avec que du circuit court, pour avoir un poids et pouvoir dire, écoutez, nous aussi, on gagne des lignes de production et on rentre dans votre planning et vous nous aidez et on y va. Parce que sinon, les usines, elles, comme dans votre secteur, elles vont au volume les plus importants, elles ne se cassent pas la tête à travailler des mois et des mois, à faire de l'éco-conception avec des naïfs idéalistes comme nous. Et concernant... Vas-y. Oui, par rapport à la fabrication, c'est la même chose aussi par rapport à la mode. C'est que nous, nos usines ferment, et la dernière grosse usine a fermé il y a quelques années, il n'y a même pas 5 ans. Et je sais qu'il y a des grosses marques qui veulent revenir en France pour faire leur production en France, puisqu'il y a un élan du Made in France. Et en fait, les usines qui existent déjà en France de lunetiers ne peuvent pas supporter la fabrication de leur collection à l'année. Donc du coup, ils restent en dehors de la France, voire même en dehors de l'Europe. Oui, puis vous me disiez, le pays. Il y a eu une perte de savoir-faire aussi. Il a fallu reformer des personnes, alors qu'il y avait un gros vivier dans l'Ain sur ce savoir-faire-là, qui a été perdu. Voilà. Dans cette logique de filière, nous, on a choisi vraiment de s'investir effectivement en amont sur les machines-outils. C'est pour ça qu'en fait, moi, je viens de l'industrie. Donc, je commercialisais en fait des machines-outils pour les lunetiers, donc hyper high-tech, donc à commande numérique, justement pour participer à cet effort de réindustrialisation. Et donc, du coup, il faut vraiment, une fois encore, avoir une vision globale, c'est-à-dire, mettre en place des petites usines hyper agiles qui vont permettre, grâce à la tech, avec différents logiciels de design, en fait, de démocratiser le design pour que le maximum de créateurs puissent ensuite communiquer avec l'usine, envoyer très facilement leurs demandes de prototypage. Des machines hyper agiles, c'est-à-dire des temps de mise en œuvre rapides, avec des pièces qu'on peut changer rapidement, etc., de manière à ce qu'on puisse sortir des mini-séries, qu'on puisse tout de suite les tester en magasin et après on augmente en capacité. Et donc, si vous voulez, c'est l'ensemble de cet écosystème qu'on va dynamiser. Et nous, ce qu'on a à cœur, c'est raconter tout ça aux clients en leur disant, mais en fait, si vous achetez une lunette KLS et que vous êtes 1000, 2000, 3000, moi, je réinvestis 100 000, 200 000, 300 000 euros dans l'outil de production en achetant des machines dans l'usine et en sécurisant tout ça. Et c'est grâce à ces machines qu'ensuite, je peux ouvrir à des nouveaux matériaux. Vous comprenez, c'est cette logique globale à laquelle tous, on peut concourir. Et concernant, quand on repart sur le cycle de vie du produit, concernant la lunette, quelles sont les actions mises en place aujourd'hui sur la réparabilité ? Ça commence à peine. Alors, on va mettre les choses au clair, c'est que aussi l'opticien, c'est un grand réparateur depuis toujours. Moi, à chaque conférence que je fais, je dis l'opticien, c'est le meilleur réparateur de lunettes au monde, et il le fait depuis le départ. Là, c'est vrai qu'il y a la mode nous a permis de pouvoir faire un gros focus sur la réparabilité, mais l'opticien, c'est le faire depuis toujours. Mais il a perdu son savoir de réparation de lunettes et il va plutôt vers la facilité
de recommander la pièce ou changer complètement la monture. Donc il y a aussi un changement de mentalité aujourd'hui à faire, mais on l'a ce savoir déjà. Après, en magasin, sûrement qu'avec tes lunettes, tu arrives à gérer justement cette façon de réparabilité des lunettes. D'abord une évidence, plus la lunette elle est costaud à l'avant, c'est bien conçu, moins elle a besoin d'être réparée, hein, c'est logique. Donc nous on fait attention vu qu'on design, on fabrique et on est avec le client au final à choisir des matériaux de qualité au niveau des vis, au niveau de la qualité des plastiques pour être capable de bien les chauffer, les adapter. Donc ça c'est la première des choses. Deuxièmement, effectivement en magasin on a les machines qu'il faut et les équipes sont formées en usine. Par exemple, la belle lunette que tu portes, dans 2 ans, elle va très légèrement s'opacifier avec la chaleur. Bon, bref. Pour autant, elle sera tout aussi belle. On a la capacité de la passer sur des rouleaux et de lui redonner son brillant et elle repart pour un tour. Donc, il y a un certain nombre d'étapes en fonction de la difficulté que l'on aura rencontrée et qui permet de maximiser cette réparabilité-là. Après, attention, là aussi, en France, on a l'habitude que tout soit gratuit. Donc vous allez chez n'importe quel opticien, il y a une convention, vous faites réparer votre lunette normalement à peu près gratuitement. Mais ce temps-là, dans les fêtes, vous êtes beaucoup à être entrepreneur, il n'est pas gratuit. Donc attention à demander toujours plus de services gratuits. Il y a un moment donné, le système il a une limite aussi. Et le consommateur, face à la réparabilité, quelle est son attitude et son comportement? Est-ce qu'il commence à avoir un peu le réflexe de vouloir réparer ses lunettes ou tout de suite aller dans la facilité, étant donné qu'il est remboursé, de vouloir en changer? Tu es plus sur le terrain que moi maintenant, tu pourras mieux répondre. Non mais clairement, il y a avant les 2 ans et après les 2 ans de la mutuelle. Hein. Donc avant les 2 ans de la mutuelle, non mais attendez, je ne comprends pas, ça correspond à la garantie légale, donc c'est réparable et gratuitement s'il vous plaît monsieur. Quand il y a le s'il vous plaît, on est content. Bon, chez nous, ils sont tous super sympas et ils ne viennent pas parce que les lunettes sont de qualité, on est d'accord, mais clairement, il y a ce temps-là. Le temps de après, s'ils ont les moyens et qu'ils ont une bonne mutuelle, ils ne se posent pas encore tant la question que ça, clairement. Les gens qui se posent la question, alors il y a plus la question de si je vous laisse ma lunette, qu'est-ce que vous en faites derrière, quoi. Alors là, ils se donnent bonne conscience. Est-ce que vous les recyclez? Ah, très bien, je vous les offre. On est plus dans ce débat-là de après. Après, bien évidemment, nous, on a les moyens de réparer et on peut le faire, mais la prise de conscience sur la lunette, elle reste relativement minime parce qu'on est content de changer, parce que nos goûts ont changé au bout de 2 ans. Exactement. Et justement, quand tu parles de recyclabilité, qu'est-ce qui est mis en place en termes de recyclabilité dans la lunette aujourd'hui? Je te laisse la parole, Carole. Non, tout le monde sait que plein d'associations caritatives s'occupent des lunettes pour les envoyer dans les pays nécessiteux. C'est très bien. En fait, je pense que le monde de l'optique lunetterie s'est un peu délégué, a mis ça sous le tapis et était très content que ces associations-là s'en occupent. Là, aujourd'hui, on commence, en tout cas, moi j'ai eu des échos que ça va faire comme les vêtements. Où en fait c'est envoyé dans ces pays-là et en fait ça revient sur les plateformes de revente en ligne en France. Donc du coup ça retour à la case départ et c'est pour éviter ça et puis pour plein d'autres choses parce que moi j'aime bien discuter, depuis 7 ans, plus de 7 ans que je suis dans cette thématique-là, je discute avec des opticiens, avec des industriels, on se plaint, et moi j'en ai marre qu'on se plaigne, donc du coup j'ai créé l'association Recycle Optics pour créer cette filière de recyclage et surtout pour apporter la traçabilité, la transparence de cette filière-là. Parce que on sait recycler, on sait les réutiliser, mais on ne sait pas où. Il n'y a pas on leur donne pas in fine qu'est-ce que ça va devenir. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette filière-là. Ça se fait petit à petit, mais en tout cas par rapport au recyclage, avant l'association, rien n'est fait concrètement. C'est mis à la poubelle, donc incinéré. Là, il y a eu un super reportage dans un magazine de l'optique lunetterie à Acuité, pour ne pas le nommer, qui a fait un reportage justement dans une association caritative très connue sur la gestion des lunettes, qu'est-ce qu'ils en font, le triage et puis l'envoi dans les pays qu'il faut. Et en fait, suite à ce reportage-là, il n'y a que 20 à 30% que vous donnez à cette grosse association qui est pris en charge et envoyé. Donc ça fait 70 à 80% qui est jeté. Et sur ces 70 et 80%, ils ne les prennent pas parce que c'est des verres progressifs.
donc, parce qu'ils utilisent les verres ophtalmiques pour pouvoir les réutiliser. Donc, si c'est des verres progressifs, à la poubelle. S'il manque une plaquette, à la poubelle. Si c'est tordu, à la poubelle. Donc on est sur 70 à 80%. Moi j'ai trouvé ça scandaleux, mais c'est vrai qu'on est sur un modèle social. Et là aujourd'hui, on est sur un modèle social, mais écologique. Donc il y a quand même une urgence de prendre en charge correctement ce type de lunettes-là. C'est une source, mais je veux la récupérer. Mais je ne peux pas parce qu'il revend à un recycleur. Donc en fait, cet argent-là lui sert à payer ses voyages humanitaires. Donc, et moi, étant association, je ne vais pas lui payer son stock. Donc du coup, il veut rester dans ce système-là. Donc comme on n'est pas soumis à la loi AGEC, on n'est pas une filière REP, il n'y a pas d'obligation à ces gestions-là. Donc c'est pour ça aussi que je milite pour qu'on rentre dedans. Bon, je ne vais pas me faire des amis parce que ça va faire des obligations en plus, mais au moins on pourra traiter correctement ce type de déchets-là et on pourra être vraiment, quand je dis un recyclage positif, que ça ne soit pas de la valeur énergétique, mais que ça soit utile, et on commence à avoir des résultats parce qu'on est en prototypage de certains types de déchets qu'on récolte, et il y a des plaques qui vont être présentées, et il y a des lunettes même qui vont être présentées à partir de ces déchets-là. Donc il y a des solutions. Donc on sait aujourd'hui retraiter de la matière parce qu'il y a quand même beaucoup de composants dans une lunette, oui. Donc en termes de process, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut recycler dans une lunette? En fait, c'est comme les vêtements. J'ai entendu hier par rapport au coton, j'ai découvert ça, que on pouvait avoir du coton et du polyester, et donc du coup pas recyclable. Et ben c'est la même chose pour les lunettes. Il y a beaucoup de mélange de matières qui fait que ça complexifie la chaîne de triage et après la chaîne de recyclage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les chutes de production, c'est vraiment la fin de vie. Bien sûr, il faut faire la sensibilisation en amont pour pouvoir dire aux gens ne changez pas vos lunettes tous les 2 ans, enfin voilà, sur cette mass market. Ça, oui. Mais moi, pour l'instant, aujourd'hui, on ne va pas encore changer les mentalités. Je veux m'occuper vraiment de ce déchet-là. Et pour le triage, que ce soit en métal, vous voyez métal et plastique, mais en métal, on a métal, l'acier classique, on a le titane, on a le carbone, on a des alliages. Sur le plastique, l'acétate de cellulose, ok, mais on a du bioacétate, des nouveaux bioplastiques, on a des injectés, des trucs bonne gamme, moyenne gamme, et donc moi ça arrive dans ce tas-là et il faut trier. Pour l'instant, je suis à l'échelle, les AT. Il y a très peu de R&D autour de ce sujet. Voilà, mais ça permet de pouvoir réunir toutes ces informations-là et pouvoir le communiquer auprès du monde de l'optique. Et je sais qu'en ce moment, ils sont vraiment sur cette question d'économie circulaire, de recyclage, mais il faut le faire correctement. S'il y a des normes qui sortent, s'il y a une loi qui sort, il faut le faire correctement. Sinon, c'est la bérésina. Et chez KLS, vous avez mis en place des choses à Madagascar concernant le recyclage? Deux choses. Effectivement, on a une responsabilité de marque. Quand on s'est rendu compte que effectivement nos modèles revenaient sur Vinted, alors il paraît que c'est la grande classe, parce que ça veut dire que ça a encore de la valeur. Donc au départ, on était très fiers et du coup on s'est dit mais en fait il faut qu'on les fasse revenir dans les magasins. Donc on est en train de mettre là en place un système de revalorisation avec un bon cadeau, enfin un truc très concret, de la même manière que sur Vinted, de manière à récupérer nos lunettes parce qu'on sait qu'elles sont de qualité et effectivement on les équipe ensuite de verres correcteurs neufs de manière en fonction des porteurs et ça part dans une ONG qu'on soutient à Madagascar dans laquelle on a monté la totalité d'un magasin optique. Donc là aussi dans les magasins optiques, dans les agencements, tous les 3-4 ans ça change, donc on a démonté, pas chez nous, chez les concurrents, parce que les nôtres ils durent beaucoup plus longtemps, chez les concurrents, la totalité d'un magasin qu'on a stocké, qu'on a reconditionné, qui est parti en conteneur à Madagascar, qu'on a remonté là-bas, on a recréé un magasin, formé des gens et on envoie nos lunettes qu'on récupère dans nos circuits, qu'on équipe avec des verres neufs. Donc ça c'est une première partie de la réponse, et la deuxième je vais vous la faire sous forme de question, c'est que c'est super de recycler. Maintenant, qui paye? Qui va payer le temps de décomposition de toute la lunette? Qui va payer l'énorme coût énergétique pour faire fondre toutes les plaques acétates, retirer les pièces métalliques et les recycler? Qui va le payer, ça? Est-ce que vous, en tant que consommateur, vous êtes prêt à payer? Et ensuite, où est-ce que c'est fait? Parce que si on décortique la totalité des chaînes de recyclage et que vous vous rendez compte que sur les montures en métal, ça part dans le nord, mais pas le nord de la France,
Le nord à 3000, 4000 km dans le nord pour redescendre. À un moment donné, si on reprend de la hauteur et qu'on mesure la totalité de l'impact, puisqu'on est là pour parler d'impact carbone ou autre, je veux dire de reprendre de la hauteur, enfin, c'est contre-intuitif total. Donc, qui paye ? Voilà, moi je veux bien... Question de paiement, on est en plein dedans parce qu'on a 2 ans de recul par rapport à ça et ça y est, il faut payer notre ESAT sur tout le démantèlement des lunettes. C'est une somme qu'on ne peut pas supporter au fil de l'eau. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas installé et qu'on n'avait pas des chiffres concrets, on ne pouvait pas en parler concrètement. Là, ça y est, il y a des chiffres qui arrivent et ça va nous permettre de pouvoir militer et de faire cette filière de recyclage correctement. Parce que quand il y a un opticien qui me dit de toute façon, je m'occupe... par rapport à l'association, il faut qu'ils adhèrent à l'association pour qu'on s'occupe de leurs déchets. Je veux pas être la poubelle du monde de l'optique-lunetterie, il y a une responsabilité. Donc je leur fais payer. Et quand ils me disent, oui, mais moi quand je les jette à la poubelle, ça me coûte rien, et quand vous les gérez, ça me coûte ça. Si ça vous coûte, vous payez quand même votre taxe poubelle déjà d'une part, et elle augmente parce que vous triez mal vos déchets. Et là c'est la même chose, sauf que là concrètement il y a le billet qui sort de sa poche et il s'en aperçoit. Et ça c'est toute une éducation pour faire comprendre tout ça. On n'est qu'au début, donc voilà. Mais c'est exactement la même chose, le même constat. On est très très loin. C'est vrai que de ce que nous on a pu voir dans le monde de la mode, c'est vrai que vous êtes aux prémices quand même sur beaucoup de sujets dans le monde de la lunette. Et concernant, si on continue sur le cycle de vie du produit, sur la mode du vintage ou de seconde main, quelles sont les limites par rapport à la propriété de la lunette et quelles sont les réactions des consommateurs? Sont-ils en recherche de vintage et est-ce que c'est du vrai vintage ou est-ce que c'est de la seconde main? Ils ont quel type d'attitude face à ça aujourd'hui? Il y a quelques années, quand j'ai commencé à vendre des machines-outils dans les usines de lunetiers, j'ai donc visité des vieux entrepôts. Et je suis tombée sur des cartons de lunettes qui avaient des dizaines d'années. Et là, j'étais comme une gamine le soir de Noël. Mais vraiment, j'ai plongé dans les cartons. Je me suis dit, oh, mais c'est trop beau et tout. Est-ce qu'on peut te les acheter? Mais c'est pas vrai, il faut raconter l'histoire, il faut aller les vendre. Et j'ai acheté plein de cartons comme ça de lunettes. Sauf qu'en fait, quand ça arrive en magasin, compliqué à vendre. Pour 2 raisons. La problématique, c'est quand même la mode, on veut tous du vintage, mais le porter toute la journée sur son visage, c'est quand même pas aussi simple. La petite pièce que vous avez chinée en seconde main dans votre prêt-à-porter, il n'y a pas de problème, vous allez l'accessoiriser, etc. Mais du non-stop pendant 2 ans, et puis c'est jamais pile-poil le confort dont vous avez besoin. Donc très compliqué en matière de look, là encore c'est contre-intuitif. Et puis surtout en matière de durabilité des matières, parce que la ouate de cellulose, il y a un taux d'humidité à respecter pour que la matière puisse se travailler. Et forcément, les matières, elles ont été stockées, ça s'est asséché, etc., etc. Donc on sait qu'on va avoir des lunettes qui vont casser. On sait qu'on n'aura pas de SAV derrière parce qu'il n'y en aura pas de deuxième pièce. Donc est-ce que vous êtes prêt à acheter une lunette? Et puis si elle se casse, tant pis pour vous. Ah, pas tant pis pour vous, tant pis pour l'opticien. Est-ce que l'opticien, il est prêt à vous fournir autre chose gratuitement? Donc vous voyez, là aussi, c'est pas aussi simple que ça, la seconde main. Ça se développe. La seconde main et le vintage. Là, ça y est, la législation commence à mettre son nez dedans, mais on est un dispositif médical. Et donc, du coup, c'est moins facile que pour la mode classique. Il faut faire attention. C'est des lunettes qui ont été déjà remboursées, si elles ont déjà été utilisées. Et pour l'instant, ils ne veulent pas rembourser quelque chose qui a été déjà remboursé. Donc là, c'est en discussion en ce moment pour pouvoir établir vraiment tous les bullet points qu'il faut remplir pour peut-être un jour faire rembourser des lunettes de seconde main. Après, c'est une niche, c'est un style, ça revient le seconde main avec toujours la mode. Vous êtes moteur de plein de choses, de plein de tendances, même en lunetterie. Et donc, ça arrive, il y a un peu plus de demande. Il y a un peu plus de demande aussi niveau style, mais aussi au niveau porte-monnaie, parce que c'est moins cher. Avoir une monture de marque, on va retomber sur... J'aime pas parler de ces exemples-là, mais si quelqu'un veut une monture de marque et tout d'un coup il le voit en seconde main beaucoup moins cher que l'initiale, il va l'acheter. Après, il n'a pas conscience de tout ce qu'il y a derrière, et bien sûr, après, c'est à l'opticien de gérer. Donc, tant que ce n'est pas géré législativement dans un magasin, c'est encore frileux chez les opticiens. Mais ça se développe, il va y avoir des solutions, mais pareil, on est aux prémices, et on voit pour l'instant plein de
comment dire, plein de défauts à ce seconde main. Moi, la première, quand j'étais opticienne, je refusais les lunettes qui avaient déjà été utilisées parce que c'est un inconscient collectif de ça a été utilisé, on ne pourra pas faire de SAV. La matière a été, comment dire, abîmée parce que par le temps, comme tu le disais tout à l'heure, et on n'a pas cette maîtrise. Et donc, du coup, c'est tout avoir une éducation en amont, partager ce savoir peut-être qu'on a perdu, parce qu'il y a, par exemple, il y a les meilleurs ouvriers de France qui ont fait une formation de réparabilité des lunettes, et les réparations, elles sont nickel et solides. Donc voilà, c'est juste rassurer la filière que c'est possible sous certaines conditions. Parce que, bien sûr, nous, à partir des années 90, la qualité des lunettes, elle a baissé. Donc, moi, j'ai plus confiance aux lunettes avant les années 90 qu'après les années 90. Donc, moi, j'attends d'avoir le recul de tout ce qui se passe dans la seconde main chez les opticiens qui veulent faire, voilà, qui développent ça. C'est super parce que ça défonce plein de portes. Mais à un moment, il faut cadrer. Et du coup, la qualité, durabilité, on revient, voilà, ce que tu fais, Audrey, c'est créer ce cocon, et même cet écosystème. On en a parlé hier, pareil, à une conférence de plein d'artisans qui sont tout autour, qui gravitent autour d'une même personne et qui permet de pouvoir gérer tout ce système-là le plus sereinement possible. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que la location pourrait être envisageable dans le monde de la lunette, dans le sens où effectivement il y a cette volonté aussi de changer de style et de mettre fréquemment, en tout cas vouloir changer ce qu'on porte sur notre nez. Est-ce que ça serait pour vous une possibilité qui commence à se faire aussi dans la mode, mais pourquoi pas dans votre secteur ? Il y a des acteurs dans le milieu de la lunette qui l'ont mis en place sous forme de financement longue durée. Genre, vous payez votre lunette en 24 mois, ce qui est une forme de location déguisée. Moi, personnellement, ça me passionne intellectuellement. D'abord parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison. Simplement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un engagement vis-à-vis de la marque. Donc moi, je mettrais ça en place. Si les gens me disent, il n'y a pas de problème, on adore ce que vous faites, Audrey, et on sait que dans 2 ans, vous nous trouverez encore un truc qu'on aimera, donc on continue de venir chez vous. Alors ça, moi, personnellement, j'aimerais vraiment y aller. Et ça revient à toute l'idée de, en fait, si on veut révolutionner les choses, il faut développer des vraies communautés avec nos clients finaux, et on est tous dans le même bateau. Donc pourquoi pas ? Si j'ai 200, 300, 500 clients qui me disent on part sur une offre de location, on peut faire une offre de location. Après, voilà, il faut distinguer la monture du verre correcteur. Ça veut dire qu'il faut avoir entre guillemets, des empreintes qu'on puisse clipper, déclipper. Bon, il y a des contraintes techniques, mais dans l'absolu, pourquoi pas ? Juste la mini-info que je voulais vous donner, c'est que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, dans la mode. N'oubliez pas que la lunette est un vrai accessoire de mode. Si vous avez des idées de diversification, venez nous rencontrer, me rencontrer. J'ai un magasin Place Bellecour, c'est facile à trouver, pour peut-être créer des partenariats, des collections co-brandées sur des thématiques qui vous plaisent. Voilà, sur une lunette de soleil, sur une lunette de vue, n'importe quoi. Enfin, faisons des partenariats avec nos valeurs et faisons avancer les choses. Hein. Welcome. On vous ouvre les usines, on vous explique comment ça se fabrique, quels sont les coûts de production. On partage avec grand plaisir notre passion et notre savoir-faire. Et vive le Made in France. Il y a un autre service qui existe aussi déjà dans la mode, qui pour l'instant se développe doucement, mais c'est la consigne. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui pourrait être adapté au secteur de la lunette, surtout si on se projette aussi sur du recyclage, sur l'envie de pouvoir faire durer la monture. Et puis j'aimerais que vous puissiez réagir là-dessus. Et puis Carole, je sais qu'il y a aussi un vrai sujet sur les verres de présentation, si tu peux nous en dire un mot aussi. Oui, alors en tout cas nous, ce que l'on fait, pour les verres de présentation, si on peut se passer des verres de présentation, nous on achète 100 verres de présentation. Ça dépend des matériaux, parce que quand même la verre de présentation a une fonction en fait de maintien de la forme. Hein. C'est pas juste pour faire joli, bien que ça puisse être aussi utilisé pour être un rappel de marque. Mais ça, nous, on s'en fiche complètement. Donc si on peut s'en passer, on s'en passe.
il faut voir qu'aujourd'hui, les usines, pour moi, j'étais très étonnée d'être obligée de négocier le fait de ne pas avoir de verre de présentation. Et en fait, ils sont assez réfractaires parce qu'ils savent que la lunette va se déformer et que du coup, on va revenir vers eux, etc. Donc en fait, c'est l'usine qui bataille. Voilà. Et puis après, évidemment, il y a des circuits de recyclage des verres de présentation. Ça nécessite là aussi une éducation de tous les opticiens parce qu'il y a des gestes qui sont tellement automatiques, clac, clac, je déclipe, je jette. Non, je déclipe pas, je garde. Et nous, on les classe par forme, de manière à ensuite les remettre sur les lunettes si on refait la même forme. Donc on se complique vraiment la vie. Donc sur les verres de présentation, si l'opticien veut jouer le jeu, aujourd'hui, il y a des circuits qui existent. Mais une fois encore, ça demande du temps, il faut se poser les questions, il faut faire son petit colis, il faut envoyer, etc., etc. Et puis après, c'est intéressant d'aller voir, ça va où concrètement. Donc moi, quand je suis à l'usine, je me dis, mais elles sont où les bennes avec les verres ? Et tu vas où derrière ? Et du coup, j'ai des copains chez Vinci qui s'occupent des filières de recyclage. Je leur ai dit, tu peux me montrer après les camions, ils vont où ? Ils vont les chercher, les amènent où ? C'est-à-dire qu'il faut aller loin dans la démarche et pas juste se donner bonne conscience en adhérant avec la petite carte qu'on affiche, le petit sticker au-dessus de son atelier, quoi. Voilà. Et sur la consigne, moi je suis hyper partante aussi, ouais. Consigner les modèles, alors c'est pas du tout du vocabulaire qui est dans notre métier. Exactement, j'étais en train de réfléchir sur la consigne, c'est comme la location, c'est vraiment, c'est lunaire pour nous encore. Enfin, nous, le secteur de l'optique-lunetterie, mais c'est pareil, il faut d'abord une éducation en amont sur la gestion de la lunette en tant que telle, de ne pas avoir cette obligation de la changer tous les 2 ans. Ça, c'est un gros travail que je fais avec les mutuelles pour pouvoir faire de la sensibilisation, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent par eux, déjà beaucoup de la part de l'opticien, mais si les mutuelles peuvent soutenir les opticiens sur ce point-là, oui, mais déjà, il y a tout ce travail en amont avant de parler de consigne ou de location, mais c'est une super idée. Mais là, voilà, il faut éduquer l'opticien, mais aussi le consommateur. Voilà, on en est très loin dans la lunetterie. Et concernant les verres de présentation, donc c'est les verres, si vous ne portez pas de lunettes, c'est les verres fictifs qui sont sur les lunettes quand vous les essayez. Et ça génère 800 tonnes de plastique par an par rapport aux lunettes qui sont vendues. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de filière de recyclage. S'il y en a, mais elle était très minime et de toute façon, on n'intéressait pas les gros recycleurs. Donc c'est pour ça qu'avec l'association Recycle Optics, on a créé cette filière de recyclage, mais aussi faciliter ce geste auprès de l'opticien pour que ça n'impacte pas son travail et que ça soit facile à envoyer. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi avec une marque de réemballage, d'emballage réutilisable. Mais ces matières plastiques, pareil, comme moi je suis en fin de chaîne, j'ai tout. C'est en général du PMMA, dans le meilleur des cas, mais on va dire dans 40% des cas, c'est une matière pareil mélangée. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, ok, il n'y a pas de solution, mais moi, ça ne me va pas comme réponse. On a trouvé des solutions. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'au COLD, le 6 novembre, donc c'est le congrès de l'optique-lunetterie durable, je fais un peu de pub, on va présenter sûrement une plaque suite à nos premiers prototypages pour montrer, voilà, il y a des solutions qui existent, on les développe, et après, s'il y a une marque qui veut la prendre, voilà, c'est open. Nous, on ne veut pas faire d'objet, on veut juste montrer que c'est faisable. Ensuite, bien sûr, travailler en amont, l'enlever. Ce serait bien de ne pas l'avoir. Donc oui, il y a des particularités techniques, ok, mais il faut mettre à plat si ces particularités techniques concernent 100% des lunettes ou pas 100% des lunettes. Si ça concerne 100% des lunettes, ok, alors il faut uniformiser ce type de plastique, le transformer en bioplastique et par exemple, c'est peut-être pas la solution idéale, mais là je mets tout sur la table. Après c'est pas gravé dans le marbre, mais en tout cas uniformiser le flux pour qu'après la gestion du recyclage soit facile et qu'on crée une économie circulaire derrière, parce que ok, on recycle une fois, 2 fois et après ça restera en brûlage et du coup ça va polluer les sols. Donc c'est pas le but, mais c'est de travailler intelligemment pour créer un verre de présentation qui puisse être mieux géré en fin de vie et créer cette économie circulaire. Mais là, je commence à peine à poser ça sur la table et voilà. Je suis en contact avec les bonnes personnes pour pouvoir le faire, mais après, pareil, il faut une législation, il faut que tout ce monde soit d'accord dans l'optique-lunetterie et là, c'est un autre travail.
Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transformation post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!